Bonjour. Alors, je vais répondre rapidement à ce commentaire de Maxime, donc sur la vidéo qui concernait ici Zero. Donc Zero, je sais que vous ne connaissez pas cette compagnie, mais si vous êtes omnibulé par Intuit, sachez que Zero, c'est un des concurrents sur le segment QuickBooks de Intuit. Ok, allez voir les chiffres, etc. Alors, le commentaire de Maxime m'a interpellé. Je pense que c'est comme ça que tu t'appelles, enfin, sans vous utilisez souvent des pseudos. Et déjà, je te remercie pour ton commentaire, mais je ne suis pas d'accord. D'accord. Et je te dirai pourquoi. Alors, Zéro, tu me réponds ceci. Parce que je pense qu'il faut La réponse ici, il mentionne que Zéro, donc, est l'une des compagnies ici, l'une des SaaS les plus fragiles depuis l'avènement de l'IA. Zéro. L'une des SaaS les plus fragiles. Euh, je sais littéralement que quand il me donne ce type de réponse, il n'a pas lu la note d'analyse sectorielle. Ça, c'est sûr et certain. C'est la note d'analyse sectorielle qui était dans le top premium. Vous y avez accès pendant au moins 2 semaines, il y a quelques temps. OK? Malheureusement, c'est uniquement accessible aux abonnés du top premium. Alors, Zéro, la seule réponse que je vais te donner, c'est celle-ci. L'IA est probabiliste. L'IA n'est pas déterministe. Et quand on parle de comptabilité, il n'y a pas de place pour la probabilité. C'est du déterminisme qu'on recherche. Je répète, l'IA est probabiliste, il n'est pas déterministe. Et quand on parle de comptabilité, on recherche le déterminisme, point à la ligne. Juste ça, c'est l'élément qui va permettre de déconstruire toutes les thèses de SaaSpocalypse, etc. Parce que quand on parle de comptabilité, si tu as déjà utilisé un logiciel comptable, et je t'ai donné une réponse ici, ma première réponse était celle-ci. Un logiciel comptable est une base de données réglementée et historique. Ici, par exemple, Zéro a plus de 20, voilà, ça a plus de 20 ans d'historique ici. Donc, c'est une base de données réglementée et historique que l'IA ne peut pas cloner dans un écosystème sans un écosystème de confiance. Ce terme-ci est très important. Sans un écosystème de confiance. Et je pense donc que si tu me donnes ce type de réponse par rapport à Zéro, tu ne sais pas ce que l'entreprise fait. Tu ne comprends pas le produit. Et si tu ne comprends pas le produit, si tu ne sais pas ce que la compagnie fait et que tu émets néanmoins des hypothèses selon lesquelles elle va se faire buter par l'IA, tu as besoin de participer au bootcamp. Ou bien si quelqu'un pense comme s'il a besoin de participer au bootcamp. Parce qu'au sortir de là, tu comprendras exactement qu'est-ce qu'il faut faire avant d'émettre ce type d'hypothèse-là. On doit comprendre le produit. Qu'est-ce qu'on fait précisément? Qu'est-ce que le logiciel de Xero fait précisément? Pourquoi est-ce que les clients achètent? Pourquoi est-ce qu'ils sont sticky? Comment est-ce qu'ils distribuent ce produit-là? Et pourquoi est-ce que l'IA ne va pas buter ou bien va buter? Quelles sont les conditions dans lesquelles l'IA pourrait faire du mal? L'IA générative pourrait faire du mal à Xero. Ça, c'est le premier élément où je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ici, l'IA ne peut pas faire ce que Xero fait. Pour une seule raison, l'IA n'évolue pas dans un écosystème de confiance. Parce qu'il voilà, comme je l'ai dit, c'est probabilité vs déterminisme. Enfin, probabiliste vs déterministe. Donc, on veut du déterminisme quand on parle de comptabilité. Je ferme ça. Donc, Google it, va chercher, etc. On referme. Maintenant, parlons du PER. Encore une fois, si tu me parles de PER sur une compagnie comme Zéro, ça veut dire que tu as besoin encore d'assister au bootcamp. Parce que là-bas, tu apprendras une chose qui est très importante quand on va analyser une compagnie. Tu ouvres ton tableau, une entreprise vit et meurt. Disons qu'il y a 6 phases, disons même qu'il y a 6 phases de vie d'une entreprise. De la start-up à la phase ici de liquidation. Et dépendamment de chaque étape de vie, tu dois savoir quelle métrique de valorisation tu vas utiliser. Parce que là, quand tu me parles de PER, c'est comme quelqu'un qui va prendre un PER pour m'analyser Amazon. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, c'est la valorisation par les multiples. Que vous utilisez le PER, le price to sales, le price to cash flow, le price to free cash flow, le price to gross margin, tout ce que to gross profit, du moment où c'est le price to, ça veut dire que vous êtes en train de faire ici, ou bien la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça veut dire que vous êtes en train de faire ici une analyse par des comparables, enfin par des multiples.
Et très souvent, il faut faire attention avec les multiples. Parce que quelqu'un va s'asseoir ici, va se dire, ah oui, vu que Hermès est négocié à 50 fois les bénéfices, et qu'aujourd'hui, elle est à 40 fois les bénéfices, ça veut dire qu'elle est sous-évaluée. Non, 50 fois les bénéfices sous-entend ici que tu payes 2%. C'est 2% de rendement. Tu es satisfait de 2% de rendement? Tant mieux. La seule raison qui va pousser quelqu'un à acheter une entreprise à 2% de rendement, c'est si cette compagnie a les possibilités d'améliorer ses marges et sa croissance dans le futur. Parce que si les obligations gouvernementales ici offrent du 5%, pourquoi est-ce que je paierais, pourquoi est-ce que j'achèterais une entreprise à 50 fois les bénéfices? Sans croissance. Je ne parle, l'exemple d'Hermès, ici, je n'ai pas dit qu'Hermès n'a pas de croissance ni quoi que ce soit. Je vous dis, faites attention avec le PER parce que vous ne le comprenez même pas. On n'utilise pas le PER n'importe où. Quand tu prends une entreprise comme Zéro, c'est comme Palantir. Palantir, tu ne prends pas le PER au début de Palantir. Aujourd'hui, tu peux l'utiliser. C'est faux aussi parce que Palantir est déjà en phase 4. Et encore, on est en phase 4, il faut le dire comme ça. Donc, à partir de la phase 4 et 5, on peut commencer à utiliser le PER. En phase 6, on n'utilise pas de PER. De price to earning. En phase 6, ce sont les actifs uniquement. En phase 3, c'est le price to sales. OK? Ou bien peut-être les cash flows. En phase 2 et 1, c'est la taille du marché. Ou bien tu fais de la guesstimation, ou bien tu peux utiliser le DCF, dépendamment même le DCF, même c'est... Voilà. Laissons ça de côté, c'est compliqué pour rien, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie comme ça, réfléchissez en termes de rendement. Donc ici, le PER n'est pas adapté pour une compagnie comme celle-ci parce qu'elle est en phase 4. Elle a des cash flows, donc tu peux utiliser des cash flows. Elle a du price to sale, donc tu peux l'utiliser. Mais ne prends pas le PER parce que le PER n'est pas adapté pour ce type d'entreprise en date d'aujourd'hui. La raison pour laquelle le PER n'est pas adapté, c'est qu'on dit price to earning. Earning, c'est quoi? Bénéfice. Or, les bénéfices ici sont volontairement compressés. OK? Si tu compares les bénéfices avec les cash flows, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça qu'on prend la peine de comparer free cash flow et net income. Est-ce qu'ils vont dans le même sens? Ce n'est pas pour rien que je dis ça. Ce n'est pas juste pour faire joli. C'est parce qu'à partir d'ici, je peux savoir quelle est la métrique, surtout quand on a déjà déterminé quelle phase de vie elle appartient ici, quelle est la métrique qu'il faudrait utiliser en priorité. Ici, c'est le free cash flow. Je ne parle pas, on n'a pas ajusté les SBC, etc. Si je viens utiliser le PER ici, par exemple, je me dis que ouais, l'entreprise est négociée à 100 fois les bénéfices. Oui, c'est normal que tu dis 100 fois les bénéfices ou 88 fois les bénéfices parce que tu prends les bénéfices nets. Techniquement, tu dois utiliser le price to cash flow. Ou bien le price to free cash flow. Ou peut-être le price to sales. Encore une fois, il faudrait savoir quelle est la métrique que je devrais utiliser. Même dans le price to sales, il y a des variantes. Donc, si vous avez du mal ou bien si vous utilisez le PER à toutes les sauces ici, sachez que vous avez besoin, sans savoir à peu près dans quel cycle de vie l'entreprise appartient, vous avez besoin du bootcamp. Je dis ça comme ça, vraiment, c'est pas une moquerie ni quoi que ce soit, c'est parce que je pense que je pourrais vous aider à ce niveau-là. Vous allez sortir de là, vous allez voir les choses différemment. Ça, c'est sûr et certain. OK. On laisse cette partie-là. Et ensuite, on va parler ici de tout ce qui concerne il m'a donné une autre réponse ici concernant le fait que lui, il attend que si l'entreprise break, par exemple, ici, les $90 en weekly, ça paie qu'un bon trade. Moi, je ne parle pas de trading, je ne parle pas de graphique, je n'en ai pas besoin. Le graphique ne me sert strictement à rien du tout, ça détermine jusqu'au... Il y a quelque chose de... L'entreprise est peut-être ici boudée par le marché, point à la ligne. Ça ne me donne aucune information. Quand on parle d'investissement, on n'a pas besoin de ça. Tu peux utiliser l'analyse technique pour prendre des positions, mais la position est prise en se basant sur de l'analyse fondamentale. Et pas juste le fondamental quantitatif, mais surtout le fondamental qualitatif. On n'achète pas une entreprise ici en se basant sur elle a touché elle est sur la tendance de je ne sais pas quoi. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais ne me parlez pas de graphique, ne me parlez pas de trade, je parle d'investissement. Investir et trader, c'est deux choses différentes, ne serait-ce qu'au niveau de la temporalité. Donc, Zéro va se faire tuer ici par l'IA, c'est totalement faux. Ça veut dire que tu ne sais pas comment cette compagnie-là fonctionne, donc ici, tu ne sais même pas ce que l'IA peut faire et ne peut pas faire, et ne doit même pas faire, et ne devrait même pas faire. Le PER, etc., je comprends que les cycles de vie, il faut que tu les apprennes. Et investissement et trading, il faut choisir à la fin de la journée. Donc, il y a beaucoup de flow, beaucoup de zones d'ombre ici, ou bien pas de zones d'ombre. Il y a beaucoup ton argumentaire est très fragile à ce niveau-là.
Donc, il faut faire très attention. Prochainement, quand tu vas regarder une entreprise avant de conclure qu'elle va se faire buter par l'IA, surtout dans le segment des logiciels, essaie au moins de comprendre ce que l'entreprise fait précisément. Pourquoi est-ce que les clients achètent et pourquoi est-ce qu'ils n'achèteraient pas. Avec des preuves factuelles. Je dis bien factuelles, pas genre il paraît que. Est-ce que tu as une preuve qu'un client a littéralement annulé tous les logiciels zéro pour passer full IA et que ça a fonctionné, il n'est pas revenu par la suite? C'est ça des éléments factuels qu'on recherche. Une fois que tu as 1, 2, 3 occurrences, tu dis, il y a quelque chose. Mais s'il n'y a pas de preuve, s'il n'y a rien, bah, techniquement, peut-être que ça ne fonctionne pas. Regarde les chiffres également. Quand tu checkes les résultats de la compagnie, ils te disent quoi? Que disent les concurrents? Parce que si tu lis sur Xero, ça veut dire que tu as lu sur Intuit. Qu'est-ce qu'ils mentionnent sur QuickBooks? Bref, arrêtez de prendre des raccourcis quand vous voulez faire de l'analyse fondamentale. Faites-le sérieusement. Si vous voulez faire de l'analyse fondamentale sérieusement, rejoignez le Bootcamp 2026. Merci pour ton commentaire, Maxime. Mais prochainement, s'il te plaît, ne tire pas des conclusions comme ça. Il faut toujours argumenter factuellement. Si tu me dis que l'IA rend cette compagnie fragile, ok, il n'y a pas de souci. Argument factuel. Peut-être parce que, hey, check, la compagnie telle a quitté Xero parce qu'il y avait tel ou tel problème. Voilà à peu près l'élément qui pourrait te permettre ici d'approfondir. Oui, nous, on va approfondir. Peut-être que j'ai manqué cette partie-là. Le PER justifie la raison pour laquelle tu vas prendre le PER. Tu me dis PER de 88, c'est pas donné, mon ami. Le PER n'est pas adapté sur cette compagnie. C'est comme je disais tantôt, si on prend du Amazon, tu ne vas jamais l'acheter au PER. Le PER en 2021, c'était à peu près à 176, excuse-moi, à 55 fois les bénéfices. Ne prenons même pas en considération la croissance. Mais quand tu regardes les cash flows, on était limite ici à une vingtaine de fois les cash flows. OK? Et encore, sans prendre en considération la croissance. Aujourd'hui, vous faites encore la même erreur à regarder les free cash flows, les PER, sans vous rendre compte qu'Amazon fait exprès de ne même pas être rentable. Donc, les bénéfices, ce n'est même pas encore optimal en date d'aujourd'hui. Donc, ce sont les cash flows qu'il faut regarder. C'est la même chose quand tu vas regarder du TSMC. Tu vas la juger en regardant quoi? Free cash flow? Oh, elle n'a pas de free cash flow. Les free cash flow son price de free cash flow est trop élevé. Ici, il faut garder en tête que l'entreprise investit massivement pour continuer à maintenir son avance. Tu vas me dire que c'est Asset Ivy, il n'y a pas de souci, mais aucune autre entreprise ne peut dépenser autant. Je dis bien aucune, donc c'est même un avantage concurrentiel de continuer à dépenser de la sorte. OK? Donc ici, ce sont les cash flows qu'il faut regarder. Et non les free cash flows. Donc, dépendamment des entreprises, les amis, il y a des nuances à apporter. C'est comme quand tu vas analyser une entreprise, dépendamment du secteur d'activité. Par exemple, tu vas dans les bancaires, tu appliques un PER de 20. Ou bien tu cherches le ROIC sur les compagnies bancaires ou bien sur les compagnies d'assurance, sans même te rendre compte que les bénéfices nets sont impactés par des revenus d'investissement ou ce genre de choses. Chaque industrie s'analyse d'une façon particulière. Je le dis toujours, ne me croyez pas sur parole. Allez vous-même tester. Et vous allez généralement le comprendre en période difficile. Pas quand tout va bien, parce que la chance, ça existe. Donc, prochainement, avant de conclure qu'une entreprise va mourir, etc., essayez même de comprendre ce qu'elle fait précédemment. C'est la même chose. C'est l'erreur que d'autres personnes également ont commise par rapport à Métavers, etc., alors que vous voyez littéralement ici que la compagnie investit avant tout dans son infrastructure qui sert en date d'aujourd'hui. Donc, le métavers était, voilà, ce n'est pas pour ça que nous avons acheté à cette période. Enfin, nous avons continué à acheter parce que j'avais déjà du méta depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Enfin, pas une autre histoire, mais les gens regardent toujours ailleurs alors que le vrai problème... Ici, Meta, son véritable problème est d'ordre réglementaire, point à la ligne. Les data centers et dépenses, elle en a besoin elle-même. Après, si elle n'en a pas besoin, elle peut louer cet espace-là parce que la demande est là. OK? Donc, essayez avant tout de comprendre précisément ce que fait une entreprise. Si vous n'arrivez pas à comprendre, passez à autre chose. Parce que si on ne comprend pas ce que l'entreprise fait, on ne peut pas la détenir sur le long terme. Bon, on pourrait la trader comme Maxime le dit ici, mais si vous décidez d'investir et que vous ne voulez pas passer du temps à... Enfin, si vous voulez faire du stock picking et que vous ne voulez pas passer du temps à analyser les compagnies, sachez que vous êtes en train de spéculer. Donc, vous faites du trading. Si vous êtes à l'aise avec ça, tant mieux.
Mais sachez également qu'il vous faut énormément d'entreprises en portefeuille, etc. Donc, ça pourrait fonctionner. Je connais des personnes, ça marche très bien pour elles. Mais moi, je ne fais pas ça. Et donc, si tu mets un commentaire sur ma chaîne et que tu me parles de trading, je pense que de trade, de graphique, tu sais qu'on ne parle pas de la même chose. Je n'ai jamais montré un graphique. Mon graphique, c'est le graphique des bénéfices, des marges. C'est ça, mon graphique. Le graphique de prix ne me dit rien du tout. Ça ne me donne aucune information. Le graphique de prix est juste là pour me servir. OK? Bref. Merci encore une fois pour ton commentaire, Maxime. Et n'oubliez pas, le bootcamp commence le 1er du mois d'octobre. Chaque semaine, le prix est évolutif. Parce que ça fonctionne. OK? Ça fonctionne. Au sorti de là, tu ne feras plus les mêmes erreurs. Je ne dirais pas que Maxime, parce qu'on est tous passés par là. Excuse-moi, on est tous des investisseurs. Hein. Au début, on va se baser sur ce que les médias disent, ils vendent la peur, etc. J'ai pris la peine de m'asseoir ici depuis plusieurs mois pour vous démontrer par A plus B pourquoi je pense que dans le segment des logiciels, certains logiciels sont mieux protégés, sont bien protégés. Il y a des vidéos qui sont là. La note d'analyse, je ne sais pas si tu l'as lu, mais j'ai passé des semaines dessus pour soutenir mon argumentaire. Mais je ne suis pas en train de dire ici que certains logiciels ne sont pas en danger. Attention, ce n'est pas ça. Mais quelles sont les caractéristiques que certaines entreprises qui sont protégées, qui en date d'aujourd'hui, doivent avoir ou bien ont? C'est pour ça que quand on prend les compagnies de logiciels, parmi le top du top, on va mettre du Microsoft, qui est encore sous-évalué en date d'aujourd'hui. Et ne me viens pas me parler de PER. PER de 28, c'est cher sur Microsoft, une entreprise qui croit à double chiffre, qui peut augmenter les prix, qui fait exactement ce qu'il faut faire dans le domaine des logiciels. Mon target price ici, c'est 800. Ah oui. Donc, tirez vous-même vos conclusions. Sur Amazon, c'est 600. Tirez vous-même vos conclusions. Je vous dis, vous avez une opportunité générationnelle en date d'aujourd'hui. Arrêtez de regarder exactement ce qu'il ne faut pas regarder. Vous perdez du temps. OK? Si vous voulez changer de perspective en matière de stock picking, en matière voilà, on va dire en matière de stock picking ici, à long terme, rejoignez le bootcamp. Les places sont limitées. Ça ne chauffe pas. Ne me faites pas confiance. Faites confiance aux résultats. C'est la raison pour laquelle vous avez une garantie. La garantie, c'est laquelle? Si vous êtes incapable de bâtir une thèse d'investissement après avoir participé au bootcamp, je vous rembourse. De toute façon, je sais que ça n'arrivera pas. Tout simplement parce que ça fonctionne. La méthode fonctionne et la méthode, on améliore de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'en 30 vous serez des investisseurs aguerris. C'est la raison pour laquelle on vous garde dans un groupe bien précis pour continuer ici à vous encourager à travailler vos thèses. Les chiffres ici nous permettent uniquement de déterminer une chose. Ça nous intéresse ou pas. Et comme je dis toujours, les chiffres, faites attention. Vous allez vous baser sur le ROIC pour déterminer qu'il y a un avantage concurrentiel. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a des entreprises qui ont des ROIC de 8%, mais qui ont des avantages concurrentiels larges. Le ROIC, on ne peut pas tirer des conclusions si on ne le compare pas avec le WACC. Et encore, le WACC même en lui-même, juste le fait qu'on parle de bêta, c'est déjà un problème. Donc, n'acceptez pas tout ce qu'on vous raconte. Faire du stock picking, c'est simple. C'est comprendre ce que l'entreprise fait. Pourquoi est-ce que les clients continueront à payer? Qu'est-ce qui fait à ce que les fournisseurs, les clients soient captifs? Ou bien qu'est-ce qui fait à ce que les concurrents soient à distance? Qu'est-ce qu'ils font moins bien que nous? Qu'est-ce qu'on fait moins bien que eux? Ou bien qu'est-ce qu'on fait mieux que eux? Est-ce qu'on a des fournisseurs qui pourraient devenir nos concurrents? Je le dis ici. Bref, cette vidéo pourrait être extrêmement longue. Je vais m'arrêter là. OK? Et ce n'est pas contre Maxime. Attention, j'ai juste pris ton exemple. Si je te remercie pour ton commentaire, je ne suis pas d'accord comme toi, tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai tantôt mentionné, mais j'ajoute juste une précision. Point à la ligne. Et tu es libre de rajouter la tienne derrière. D'accord? Merci d'avoir pris la peine de commenter. Et voilà, je me suis servi de ton commentaire ici juste pour parler d'autre chose. Ça ne s'adresse pas forcément uniquement à toi. Mais ça s'adresse surtout à l'investisseur que moi j'étais hier, parce que je pensais exactement comme toi. Ne te méprends pas, hein. L'analyse technique, je comprends, je l'ai fait dès le début. Je l'ai fait pendant longtemps d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle je n'en fais pas aujourd'hui, parce que je n'en ai pas besoin. Donc je suis devenu une autre personne. Et être investisseur, même de manière générale, à long terme, les amis,
c'est signer un contrat avec quelqu'un que vous n'êtes pas encore. Oui, quand on parle de long terme, vous signez un contrat avec quelqu'un que vous n'êtes pas encore. Aujourd'hui, je pense que le PER résout tout. Dans 3 ans, je me rends compte que non, ce n'est plus ça. Ça veut dire que j'ai changé. Donc, quand on décide de faire du long terme, il faut être flexible. Il ne faut pas être borné, il faut être flexible. L'humilité, c'est la première chose. Je peux également me tromper dans tout ce que je suis en train de te raconter. Hein, et tu as le droit de déconstruire mon raisonnement point par point parce que je veux une chose, m'améliorer également. Je ne suis pas un gourou de quoi que ce soit, que je connais tout, vous ne connaissez rien. Non, je peux parler peut-être avec conviction, ça semble être correct ici, etc. Mais non, excuse-moi, mais c'est... Voilà, c'est loin de la personne, très loin de la personne que je suis. Un investisseur doit toujours évoluer. L'IA va nous tuer, ça arrivera peut-être, mais pour le moment, ce n'est pas ça que je vois. Et ça se justifie encore avec les chiffres. OK? Donc, quand on décide de faire du long terme, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances. Vous allez évoluer point par point, point par point. Moi, au début, j'avais du mal. Amazon a toujours été cher pour moi. Jusqu'au moment où je me rends... Microsoft également a toujours été cher pour moi. Jusqu'au moment où je me rends compte, en 2024, que j'étais en train de faire une erreur monumentale. Parce que mon logiciel a changé. Et il continue d'ailleurs à changer. OK? Donc, c'est à ça que ça sert ici de rester curieux. C'est pour ça que je dis que le stock picking n'est pas réservé aux personnes qui ne veulent pas faire des efforts nécessaires. Si vous n'aimez pas lire, ne faites pas de stock picking. Quand nous, on fait du stock picking, ce n'est pas l'argent qui est important. Vous savez ça? C'est le résultat de la thèse d'investissement. Surtout quand on a traversé une période difficile. C'est ça qui nous drive, nous les stock pickers. Quand je tiens, quand je reste, comment on dit ça? Quand je reste convaincu de ma thèse d'investissement, parce que j'ai fait mon travail en période difficile, quand tout le monde vous annonce la mort de X ou Y, je déconstruis. Je regarde d'abord pourquoi est-ce que le marché a peur. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Je l'ai fait plusieurs fois. Je ne l'ai pas fait une fois. Je ne l'ai pas fait 2 fois. Je l'ai fait plusieurs fois. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Mackeson, on l'a fait. Elle va être condamnée à mort. Voilà, les procès, machin, truc. On en parle encore. On va passer. Demain, ça sera autre chose. Les marchés ont besoin de nouvelles histoires pour faire peur. Vous, en tant qu'investisseur à long terme, votre rôle, c'est de regarder le pessimisme ambiant, déconstruire le raisonnement et déterminer quelle entreprise ici pourrait en profiter ou pas. Point à la ligne. Donc, on se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, le bootcamp, c'est 30 personnes uniquement. Je pense qu'actuellement, il reste 25 places. Et à partir de mardi prochain, le tarif sera évolutif jusqu'à... Enfin, pas. Le prix va changer. Et ça sera comme ça toutes les semaines jusqu'à ce qu'on atteigne le 1er du mois d'octobre. Sinon, jusqu'à ce que le nombre de places soit littéralement ici full. D'accord? Et il y a de grandes chances qu'on y arrive très rapidement ici. Et comme je l'ai dit, faites attention mardi. Je pense que quand on regarde par rapport à aujourd'hui, le prix va évoluer de plus de 50%. Oui, c'est comme ça parce que ça fonctionne. OK? Donc, ça permettra ici, si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. D'accord? Donc, pour les autres ici, n'oubliez pas, quand on regarde une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends le produit et maintenant, j'essaie de me projeter par rapport à ce que les concurrents font. Ça vous permet, et quand vous connaissez le produit, ça vous permet également de mettre côte à côte les concurrents. Parce que oui, Amazon, qui sont ses concurrents? C'est peut-être Walmart, c'est peut-être Costco, mais c'est également Google, c'est également Meta, c'est également Shopify, c'est également Spotify. Oui, dépendamment des segments d'activité. C'est bien plus profond que ça, les amis. Bref, restez motivés, restez curieux, et c'est ça qui vous permettra ici d'avancer en tant qu'investisseur de manière générale. Restez curieux. Les chiffres, c'est bien, mais accordez plus d'importance à la compréhension des business sous-jacents, ou bien même à la compréhension des secteurs d'activité. Et j'espère que c'est ça que j'essaye de faire sur cette chaîne, de manière générale. J'espère que j'arrive à le faire. Mais voilà, encore une fois, merci à toi, Maxime, pour ton commentaire. Ne le prends surtout pas pour toi, d'accord ?
Donc, nous sommes tous des investisseurs. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as mentionné. Je t'ai dit pourquoi, mais j'ai juste utilisé ton commentaire ici pour, voilà, peut-être répondre à certaines personnes qui n'ont pas le courage de commenter. OK? Et donc, merci à toi, Maxime, et passe une excellente journée. Et je suis, voilà, si tu veux renchérir ici, il n'y a pas de surenchérir, ou bien, comme tu veux, bah, laisse-moi savoir. Enfin, tu as ton commentaire tout juste en dessous.